Allô la planète, retour de festival, les écrans de l'aventure 2023 à Dijon. Bonjour et bienvenue dans le studio de la web radio Allô la planète qui est installée à Dijon pour les écrans de l'aventure pour réaliser des interviews. Au micro, nous avons avec nous Sébastien Roubinet qui est venu présenter son film Nagalada au nord des terres, un parcours direction le Groenland sur un bateau un peu particulier. Sébastien. Bonjour. Donc ce bateau, il a un nom déjà, un petit nom. Oui, le bateau c'est Babouchti et il a une particularité, c'est qu'il navigue sur l'eau comme tous les autres, mais aussi sur la glace. Il glisse sur la glace, sur la neige, que ce soit sur la glace de mer ou sur les glaciers en montagne. Il fait combien de longueur Il fait ce 7 bateau mètres de long, il est très léger, il fait 200 kg à vide. Malheureusement, pour une expé de 3 mois comme on a fait, on doit rajouter 300 kg de nourriture, plus une centaine de kilos autres. Donc on se retrouve à 600 kg au départ. Voilà, un petit bateau de 600 kg qu'il traîne, qu'il tire, Dans le film, on le voit très bien, une sacrée prouesse. Alors toi, tu le définis peut-être pas comme ça, mais une sacrée prouesse quand même technique, physique. Oui, du moins technique. Physique, c'est un marathon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui feraient une journée comme on a fait, mais tenir pendant 3 mois, c'est ça qui finit par être vraiment dur. Et mental, parce que justement, il y a des fois quand on enchaîne les journées où on fait 3 km en 12 heures, mentalement, ça peut être dur. Quand on se retourne, le midi par exemple, on se retourne et on voit un bloc de glace et c'est de là où on est parti, il est juste derrière nous. On se dit, ouf, la journée elle n'est pas finie et comment on va faire pour arriver jusqu'au bout. Tu peux nous rappeler l'exploit vous êtes parti sur des terres inconnues. En tout cas, c'est une première, je crois, que vous avez réalisée près du Groenland. Tu nous expliques un petit peu l'expédition ? En fait, on est parti de l'île de Banks. C'est une île canadienne qui est à peu près au nord de l'Alaska. Et on est passé au nord de toutes les îles canadiennes pour redescendre par le détroit de Nares entre le Groenland et l'île Ellesmere, qui est l'île la plus à l'est de l'archipel canadien. Cette zone-là, en fait, l'île de Banks, il y a un petit peu quelques personnes de temps en temps qui y vont, beaucoup pour voir les animaux, pour voir la faune, parce que la faune est vraiment très très impressionnante dans ce coin-là. Et sur Ellesmere, il y a aussi quelques personnes qui viennent, des scientifiques surtout, quelques militaires et quelques personnes qui viennent pour faire de la montagne, pour traverser le glacier, mais voilà, très peu de personnes. Et toutes les îles qui sont au centre, en fait, il n'y a vraiment personne qui vont, à part une dépose assez rare pour des scientifiques ou pour des militaires, mais qui vont à un endroit, qui font leur travail à cet endroit-là et qui repartent. Mais des grandes expés, les dernières, c'était en 1930, et depuis, personne n'a fait vraiment d'expé dans cette région. Et là, on a fait une intégrale, en fait, de vraiment tout relier. Notre moyen de locomotion, donc, c'était un bateau. Donc les autres bateaux ne peuvent pas passer. Même les brise-glaces Nord-Ellesmere, la glace est trop épaisse, ils ne peuvent pas passer. Nous, on peut passer parce qu'on monte sur la glace et on glisse sur la glace. Et voilà. Donc on glisse ou on traque le bateau. Des fois, c'est pas vraiment de la belle glisse. On n'est pas à la voile à faire des grandes distances à grande vitesse. Non, on se déplace sur la glace. Oui, c'est un catamaran équipé de boudins qui glissent, c'est ça l'idée ? En fait, les coques sont semi-rigides. Ouais. C'est des coques très très fines qui sont très légères. D'ailleurs, elles font 22 kg pour 7 mètres de long et elles font 1 mm d'épaisseur. C'est une nouvelle matière en fait qui permet d'accepter des gros chocs, l'inégra basalte. Et à l'intérieur, pour la structure, c'est de l'air. On ne peut pas faire une structure plus légère. Ouais. C'est de l'air sous pression, ce qui permet, quand on prend un choc, ça s'écrase comme un pneu. Ça s'écrase et ça revient à sa forme. D'accord. Voilà. Donc ça fait un bateau très léger, parce que si on était un petit peu plus lourd, même, on n'arriverait plus du tout à le déplacer. Oui, parce qu'on voit que c'est quand même compliqué. Donc vous êtes un équipage de 3 personnes. On voit, il y a un moment un peu particulier là qui étonne, et on se dit mais ils vont pas y arriver, c'est pas possible. Autant dans l'art, on va dire, de guider ce bateau pour le faire passer sur une autre plaque de glace, autant la difficulté dans la retenue en fait,
faut pas qu'ils descendent trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Oui, là par exemple, cette fois-là, on était sur une zone côtière. On arrivait d'un glacier, en fait. On redescendait d'un glacier. Quand on arrivait au niveau de la mer, ben, il y avait une zone pas tout à fait verticale, mais pas loin. Vraiment pas loin. Et sur 4-5 mètres, il fallait faire descendre le bateau. Donc on a installé pas mal de palans et on a fait descendre le bateau en le retenant avec des palans. Donc il ne faut pas aller trop vite parce que sinon on risque de casser. Si on va trop lentement, ben, en bas ça a des chances quand même de bouger parce qu'on est dans un endroit un peu mobile. Donc on ne veut pas rester trop longtemps dans cette zone-là. Bon, au final on a passé quand même 3 heures à faire ce passage pour faire 10 mètres. Oui. Mais c'était le seul passage. Et en fait, souvent ce qu'on se disait à bord, c'est que souvent ralenti, jamais arrêté. On trouvait tout le temps, mais tous les jours, on se disait, mais c'est pas possible, on va pas trouver de passage. Et finalement, on trouvait une solution, un moyen de passer. Bon, souvent, c'était au palan. Des fois, on avait 4-5 palans positionnés pour pas que le bateau parte en latéral, pour qu'il avance. Donc, il fallait régler tous ces palans pour pouvoir passer. Et certains jours, ça glissait vraiment bien. Il y a eu une journée le long de l'île Prince-Patrick où on a fait plus de 50 km avec le bateau qui glissait sur la glace. On était dessus et ça glissait tout seul. Les kilomètres s'enchaînaient. C'était super. Ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien, J'imagine. mais c'est pas très souvent. Il y a eu une journée aussi qui a été très étonnante. On s'était dit, la mer était vraiment très très chaotique. On dit la mer, mais c'est un champ de glace en fait, de blocs de glace. Et il y avait un glacier à côté qui semblait être plus facile. Et on savait que si on passait sur ce glacier, si on arrivait à monter, on avait une 50aine de kilomètres qui étaient avec une grande montée pour monter à plus de 100 mètres d'altitude et après une descente, mais entre eux et deux, une zone assez plate. Donc on s'est dit, bon, vu l'état de la glace, de toute façon en bas, on ne va pas avancer, on va essayer de passer par en haut. Et donc on est monté sur ce glacier. Heureusement, ce jour-là, on avait un petit vent portant et on a fait toute la montée assez rapidement. Et après, en haut, on s'est retrouvé sur des grands lacs qui avaient regelé et on avait une belle glisse. Et entre les lacs, il y avait des canyons et on descendait dans les canyons pour aller rejoindre le lac suivant. Et c'était une journée magique où on a fait 35 km alors qu'on est monté de 100 mètres d'altitude. Ouais. Donc c'est voilà, plein de belles surprises. Et puis, il y a aussi la banquise qui recule quand vous posez la nuit. Tu n'en parles pas dans le film, mais je crois que ça s'est produit de vous retrouver presque à l'endroit où vous étiez la veille. Alors sur celle-là d'expédition, pas trop. D'accord. Pas trop. Sur les précédentes, les 3 précédentes, on a fait des marches arrière. Il y a des endroits où on est passé 5 fois. Ah oui. On avançait toute la journée, on reculait la nuit, on avançait, on reculait. Donc ça, c'était vraiment dur. Sur celle-là, très peu. Il y a eu, quand on a approché le détroit de Nares, il y avait des heures où on reculait, des heures où on avançait. Mais on perdait pas énormément Ça s'équilibrait. de distance. Ça s'équilibrait à peu près. Voilà. Il y a des moments un petit peu avant le cap Columbia, on avait tendance à reculer un petit peu. Après, on a eu tendance... Je pense sur celle-là d'expédition, on n'a pas eu trop de gêne de ce côté-là. Les autres expéditions, tu es aussi parti avec Eric André et Jimmy Herry. Non, Non. avec Eric, c'est la 3e expédition qu'on fait ensemble. C'est-à-dire on a fait le passage du Nord-Ouest en 2007. On a fait en 2018, donc au centre de l'océan Arctique, on a fait une grande expédition. On voulait aller au pôle Nord et redescendre sur Spitsberg. Un petit peu avant le pôle Nord, on a préféré faire demi-tour parce qu'on n'avait plus assez de nourriture et rentrer par nous-mêmes. Si on avait continué, on serait peut-être passé de justesse, mais il y avait très très peu de chances qu'on y arrive et on voulait surtout pas se retrouver dans une position à demander assistance, donc on a préféré rentrer par nous-mêmes pour rejoindre la Terre. Et c'est là où on est arrivé justement à l'île de Banks, parce que c'était le seul endroit où on pouvait aller sans prendre le risque de faire de la haute mer avec ce petit bateau. Et une semaine avant, on ne savait même pas qu'il y avait un village sur cette île. Oui. Donc on s'était dit, on rejoint l'île. Au pire, là, on pourra toujours patienter un peu plus. S'il y a du mauvais temps, s'arrêter. S'il y a besoin de manger, au pire, chasser. Mais on pourra toujours prendre notre temps. Et puis, à un moment, sur mon logiciel de météo, je vois qu'il y avait un petit point avec marqué un village. Donc,
J'appelle un ami et je lui dis, est-ce que tu peux regarder s'il y a bien un village? Parce que des fois là-bas il y a des villages mais ils sont abandonnés. Voilà, et des fois même quand on cherche des infos sur Wikipédia par exemple, ils disent qu'il y a un village, ils disent que c'est habité, mais en fait c'est plus du tout habité. Ça m'est déjà arrivé. Et donc là il a appelé, je lui ai demandé d'appeler quelqu'un dans le village pour vraiment être sûr, et il a appelé la police du village et c'est eux qui nous ont accueillis finalement. On a passé une semaine au commissariat, mais on était bien accueillis. Ils nous ont stocké le bateau après dans un hangar. Et l'année d'après, j'avais pas les moyens pour pouvoir relancer une expé, donc on n'est pas pu repartir. Après il y a eu le Covid, donc pendant 4 ans on a laissé le bateau là-bas. Et cette année, là, l'été dernier, on est arrivé là-bas avec notre nourriture et puis on est parti pour continuer l'aventure avec ce bateau. Oui, parce que tu as fini le film quelques semaines avant le festival. Quelques semaines, ça aurait été bien. On a envoyé le film, il est passé jeudi, on a envoyé le film lundi soir. Ça, c'est du travail d'équipe à distance. Ouais, on a travaillé beaucoup à distance avec Franck, ça n'a pas été très simple, mais ça a été simple. Ça s'est bien passé d'ailleurs parce qu'on était sur la même longueur d'onde sur le montage de ce film, mais c'était pas toujours simple. En plus, moi, j'ai passé l'été au Groenland là pour notre voyage. Donc, en fait, je travaillais sur un bateau. Donc, le client m'amenait les clés USB parce que je pouvais pas voir le film, ils pouvaient pas me l'envoyer. Donc, ils arrivent avec les clés USB. Je lui renvoyais des petits messages pour lui dire tel endroit, ça serait bien de changer ça, tel endroit, va voir à tel rush. Et on a travaillé comme ça à distance tout l'été. Et voilà, au final, on a réussi à faire un film magnifique. Merci. Beaucoup d'images de drone. Pour filmer, c'était pas trop compliqué. Les batteries, on sait qu'elles souffrent avec le froid. Et d'ailleurs, je vais te poser cette question. J'en ai une deuxième derrière sur le froid. On voit au début que il n'y a pas l'air de faire si froid que ça. En fait, on se dit effectivement, le réchauffement climatique s'est installé durablement là-bas. Est-ce que c'est juste de dire ça ou il n'est pas rare que 15 degrés Alors, le réchauffement climatique, moi, j'ai aucun doute sur le fait que ça augmente, que sur l'Arctique, ça marque beaucoup. Le recul des glaciers, tout ça, c'est vraiment très, très impressionnant, le changement qu'il y a. Après des moments chauds pendant l'été en Arctique, il y a toujours eu, il y aura malheureusement de plus en plus, mais c'est un petit peu normal d'avoir des températures autour de zéro pendant l'été. Voire même un peu positif, et quand on rentre sur ces îles qui sont assez plates et souvent avec pas beaucoup de vent, les îles ont tendance à pas mal chauffer, donc on peut à l'intérieur des terres avoir du 25 degrés, c'est pas rare. D'accord. Voilà. Et nous, donc sur le début, effectivement, il faisait assez chaud. Petit à petit, la température a eu tendance à baisser. Le souci qu'on a sur ce genre de bateau, c'est pas quand il fait vraiment frais, comme sur la fin, on était entre moins 10 et moins 15, ou même encore plus bas, c'est pas vraiment le problème parce qu'il y a des vêtements thermiques qui sont très efficaces. Par contre, quand un vêtement est dans moins 5 degrés et salé, ça fait qu'il garde son humidité. Le modèle thermique ne fonctionne pas en fait, et donc là on a vraiment froid, et le plus dur c'est de gérer cette humidité, de gérer ce froid humide. Et après, par rapport aux images, aux drones, sur la fin on avait un petit peu de mal, ou du moins drone ou autre caméra d'ailleurs, on avait un petit peu de mal. Notre caméra principale, elle a fini par être chargée d'humidité et plus vouloir marcher sur la fin. Donc on avait un appareil photo qui faisait aussi des belles images, donc un petit mais qui était fait pour remplacer en cas de problème, donc il nous a servi. Et on avait une GoPro, alors elle, dans le froid, c'était un peu catastrophique. On avait beaucoup de mal à la charger, elle se déchargeait tout le temps. La plupart des plans de la fin, on la voit, on la met en marche, et 5 secondes après, boum, ça s'arrête. Donc il y a des petits plans minuscules qui s'enchaînent. Voilà, la fin, ça a été assez dur de finir de filmer l'expé. Vous avez eu 6 jours de tempête, donc fermé sur le bateau, dans un petit espace. Comment ça se gère ce temps? C'est long, 6 jours. Oui, et on s'y attendait vraiment pas que ça soit 6 jours, parce qu'en fait, on s'est arrêté pour laisser passer une tempête qui aurait dû durer 24 heures. Donc on s'est arrêté, on savait que ça allait être très fort, donc on avait bien protégé le bateau, bien monté. En fait, on l'a sorti de l'eau, on a installé des blocs de glace pour pouvoir le faire glisser et le sortir de l'eau. Après on a fait un mur de glace devant, on a amarré le bateau sur les blocs de glace, on a rangé les voiles, on les a mis sous le bateau pour pouvoir les abriter et
et limiter au maximum la prise au vent. Et on a passé déjà les premiers 24 heures comme ça, puis finalement la météo a changé, elle a annoncé un jour de plus fort en plus. Ouais. Donc jour suivant, puis ça s'est enchaîné comme ça, et pendant 6 jours, et on commençait, vu que tous les jours la météo changeait, on commençait à se poser vraiment des questions à quel moment c'était. En plus, on n'était pas très bien placé, mais c'est le seul endroit qu'on avait trouvé. On était dans l'entrée d'un fjord, juste sur une petite langue de rocher. Et là, on était en plein vent, c'était vraiment l'endroit pourri. En plus, les moments où ça calmait, on pouvait même pas aller se promener parce que c'était de la falaise et tout autour, ou la mer, ça tombait directement dans la mer, donc on était limité dans le déplacement possible. Ça a été long. Et le froid, c'est quand même bien froid. Donc tous les jours, il y avait l'épaisseur de glace qui augmentait dans le bateau. On avait jusqu'à presque 1 centimètre de glace à l'intérieur du bateau. D'ailleurs, Eric, quand il a voulu plier son duvet au moment de partir, il était collé à la paroi. Il n'arrivait plus à l'enlever. Ah oui. Et c'est simplement le lendemain, quand le bateau était en plein soleil de ce côté-là, qu'il a réussi à ranger son duvet. Vous n'avez pas perdu trop de temps? Vous étiez dans le timing fixé au départ? Parce que je suppose qu'en plus, avec la nourriture, vous deviez être limité. Vous aviez prévu un repas, je ne sais plus combien de kilos On avait 300 kilos de nourriture, Ouais. c'est à peu près 1 kilo par jour. D'accord, c'est ça. Et par personne? Et par personne, oui, bien sûr. Et on a fini d'ailleurs, là, quand on attendait dans la tente, on faisait simplement notre repas de midi. Et qu'on partageait en 2 par rapport à ce qu'on faisait quand on avançait. On n'avait pas grand chose à faire. D'ailleurs, le premier jour où on s'est arrêté, on était plutôt content parce que ça faisait 75 jours qu'on ne s'était pas arrêté. Donc là, ça nous a permis un petit peu de nous reposer un peu plus longtemps. Le deuxième jour, on commençait à trouver qu'on était assez reposé, on s'est bien reparti. Mais... Alors, quel entraînement physique cela nécessite avant une expédition comme celle-là? On n'a pas fait d'entraînement spécifique. Non. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. En fait, c'est des expéditions longues. Bon, on est tous les 3 en forme. Hein. C'est des expéditions longues et où il faut surtout savoir se gérer. On est tous les 3 bien en forme. On est tous les 3 capables de marcher et de pousser un bateau très longtemps, tout le temps. Mais on fait tous un peu de sport, on fait tous... moi, je fais beaucoup de voile aussi. On se dépense tous, mais on ne fait pas un entraînement spécifique. On n'a pas d'entraîneur, on va pas tirer des pneus, tous ces trucs-là. Non, c'est pas du tout notre philosophie. Et ça se joue beaucoup dans la tête, en fait. Dans la nourriture aussi, c'est-à-dire pour tenir longtemps, si on n'est pas bien nourri, ça marche pas. Ouais. Là avant, moi j'utilisais du lyophilisé une période. J'ai complètement arrêté parce qu'à la fin de chaque expédition lyophilisée, j'avais perdu entre 5 et 8 kilos. Donc beaucoup, j'ai pas beaucoup de rab. Du coup, tu as procédé comment? Et là, donc on avait de la nourriture déshydratée, faite maison. Donc le matin, on avait un gros muesli, mais en fait avec surtout beaucoup de différentes noix broyées dedans. Donc ça, c'était notre repas du matin. Après, toute la journée, on avait un grignotage, beaucoup de noix, du chocolat. On avait 33 kilos de chocolat au départ. Ça fait une belle pile. Hein. Vous n'avez pas craqué pendant la tempête à épuiser les ressources? Non. Et donc voilà, du grignotage pendant toute la journée. Et le soir, on avait ce plat donc déshydraté qui était vraiment un gros plat très 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 copieux, calorique, très calorique. Mais on me pose souvent la question sur les calories. On n'a jamais calculé les calories, mais plus qu'est-ce qu'on a assimilé réellement. Parce que savoir combien il y a de calories, il y a des calories qui apportent rien parce que le corps n'arrive pas à les assimiler. Donc là, le jeu, c'est d'essayer de trouver des calories qui soient faciles à assimiler. Et des aliments, il y a certains aliments qui ont tendance à réchauffer, d'autres à refroidir, d'autres à ressortir l'humidité, d'autres à emmagasiner de l'humidité. Donc c'est ma femme qui a fait un travail assez important là-dessus pour essayer d'avoir des aliments qui correspondent le plus à l'endroit où on est. Par exemple, un petit exemple, les légumes d'hiver vont tendance à réchauffer les légumes d'été et à enlever l'humidité. Et les légumes d'été ont tendance à rajouter de l'humidité dans le corps
et rafraîchir. D'accord. Ou les algues, par exemple, moi à la maison on mange pas mal d'algues en Bretagne, les algues ça donne froid. Donc en région arctique, de manger des algues c'est une erreur. D'accord. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça. Et là, on a perdu assez peu de poids, très peu. Et on est resté tout le temps vraiment en forme. On a eu quasiment pas de gelure. Donc c'était vraiment une réussite. Tu parles de ton épouse. Vous aviez un lien avec l'extérieur, avec vos familles. Comment ça se passait de ce côté-là? Alors, on avait un lien possible, oui. Ouais. En fait, on n'a quasiment jamais parlé en oral. Ça a toujours été des messages, soit texto, soit mail. Déjà parce que quand on parle par le téléphone, ça perturbe un petit peu plus, on sort un peu plus de l'histoire. Et il y a aussi le risque de temps en temps, voilà, à distance, de ne pas bien se comprendre et qu'il y ait une mauvaise coupure au mauvais moment. Et puis ça, voilà, c'est pas terrible. Tandis qu'en communiquant à distance, et on communiquait à distance aussi beaucoup parce que j'ai quand même des partenaires qui nous suivent. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent, donc le minimum, c'est de partager l'expédition. Donc on envoyait des messages et Agnès, ma femme, les retravaillait pour pouvoir communiquer un petit peu pendant l'expédition. D'accord. Il y avait des risques importants sur cette expédition, parce que tu parles d'engelure, tu dis que vous n'avez pas fait de préparation importante avant le départ. Oui, après on fait tout pour justement ne pas prendre de risques. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, il y a par exemple certaines fois on s'est arrêté quelques heures, on n'a jamais été bloqué à part juste à la fin, mais sinon on n'a pas été bloqué des journées complètes, mais s'arrêter quelques heures pour laisser passer un coup de vent un peu fort, ou laisser de la glace qui se déplaçait trop vite avec la marée, où ça allait trop vite. Mais non, on n'allait pas se mettre dedans. Voilà, à chaque pas, on préfère ralentir, on préfère prendre notre temps, on préfère rajouter un palan pour retenir le bateau. Surtout, ne pas prendre de risques, c'est le mot d'ordre. S'il y a deux possibilités, une qui nous fait gagner du temps, mais qui nous fait prendre du risque, et une autre où on prend pas de risque, on prend pas de risque. Même si ça nous fait perdre beaucoup de temps. Voilà. Après, les risques, il y en a, mais il y a des risques partout. Là, je peux sortir, me faire écraser. Voilà. Donc, c'est des trucs qui peuvent arriver partout. Il y a eu un moment, à la fin de l'expédition, ça a été la prise de risque. Et le dernier jour, même les derniers 24 heures, ça a été, on s'est retrouvé dans une zone avec énormément de courant, avec les plaques qui s'entrechoquaient, avec une parade d'intimidation de morse, mais ils nous ont bien fait peur. En fait, c'était de nuit à moitié, et on les a surpris, ils ont eu peur aussi. Et donc, il y en a un qui passait sous l'autre et qui envoyait le premier morse en l'air, qui retombait juste à côté du bateau en faisant des cris pas possibles. Wow. Donc, voilà. Après, il y a beaucoup de gens qui disaient les ours. Nous, les ours, on en a eu 13 cette année. Mais ça se passe d'habitude plutôt bien. Là, il y a eu un coup, c'était assez impressionnant à la rigueur. C'est-à-dire qu'on souvent on utilise une bombe au poivre pour les faire partir. Donc c'est un spray, ça leur pique les yeux et ils partent en pleurant. Mais c'est pas très grave pour eux. Et voilà, c'est pas... Nous, on s'en met des fois dans les yeux aussi. C'est pas très grave, en tout cas beaucoup moins grave que d'être obligé d'utiliser un fusil. Et là, on était dans un passage au milieu d'un caveau de glace, en train de pousser le bateau et tirer le bateau. D'ailleurs, on était tous les trois à l'avant à ce moment-là. Et là, il y a un ours qui apparaît devant nous à une quinzaine de mètres et qui continue à marcher vers nous. Et déjà, la bombe au poivre, c'était pas possible de l'utiliser. Elle était à l'arrière, mais en plus, c'était pas possible parce qu'il y avait trop de vent. Le fusil, je voulais pas utiliser le fusil pour les ours. Donc, je leur ai dit, j'étais sûr de mon coup, mais en même temps, c'est quand même une prise de risque. Je leur ai dit, il n'y a pas le choix, on lui fonce dessus, on lui montre qu'on n'a pas peur, on lui crie très fort et on fonce dessus en tirant le bateau en même temps avec nous, comme ça va faire une grosse masse qui lui arrive dessus. Et effectivement, l'intimidation. Ça a bien marché, On s'est attaqué au roi de l'Arctique. On ne doit pas emmener large quand même. Quand on fait ça, on va se convaincre. Voilà, mais il faut arriver à faire que lui, il croit qu'on n'a pas peur. Bien sûr. C'est ça. Vous avez de l'expérience aussi, et ce qui permet d'anticiper, d'éviter les risques. Et de bien gérer en cas de stress aussi. Parce que moi, ça fait bientôt 20 ans là, que je suis en Arctique. Donc, j'ai habité au Groenland. Donc, tous ces endroits, c'est pas un endroit
Et pour tous les trois, hein, parce que même s'ils ont un peu moins d'expérience, c'est un endroit où on se sent bien. On y va, on n'est pas en guerre contre le pays, on n'est pas en défi contre la région. Non, on est là parce qu'on aime cet endroit et la nature nous l'a vraiment bien rendu. On a vu à peu près tous les animaux de l'Arctique. Il y a un moment, on était en train de boire un thé, le soir, on venait de s'arrêter, on était en train de boire un thé sous la tente à l'arrière. Et tranquillement, il y a... c'est Eric qui commence un moment qui fait « Oh tiens, il y a un loup !» On avait un loup qui était à 15 mètres de nous et qui nous regardait tranquillement. Nous aussi, on le regardait. On s'est regardé pendant un petit moment. Après, il a eu un petit peu peur. Il s'est éloigné un petit peu. C'est là où on a sorti les caméras et on a pu le filmer. Il est magnifique, d'ailleurs. Ouais, il était trop beau. Et il est resté comme ça un bon petit moment à nous observer. Quand on croisait les belugas aussi, on a croisé des centaines, mais presque tous, ils faisaient demi-tour et ils venaient nous regarder. Et puis ils partaient, ils continuaient leur route. Les caribous, c'est pareil. Au début, on a essayé de se cacher un peu pour les approcher. Puis à un moment, ils nous ont vus, donc ils sont venus nous voir. Non, c'est une relation avec les animaux qui est magnifique. Parce qu'ils ont vu personne depuis... Et oui, depuis longtemps. Depuis toujours, même pour beaucoup. La suite, dans les projets, quelle est la suite ? La suite, déjà, le bateau, on l'a laissé un petit peu au nord de Cranach, du village, donc à 300 km au nord. Donc là, au printemps, l'idée, c'est d'aller récupérer le bateau en montant en ski kite. Donc on remonte au bateau et on redescend avec le bateau jusqu'à Cranach. Après, je ferais bien avec ce bateau la traversée du Groenland en passant par la calotte, c'est-à-dire monter sur la calotte, donc jusqu'à 3000 mètres d'altitude, et redescendre de l'autre côté du Groenland. Voilà, ça c'est les projets, on va dire, avec ce bateau-là. Et sinon, j'ai depuis peu un bateau plus grand. Et pour faire des voyages au Groenland, certains plus commercial parce qu'il faut, il faut vivre, j'ai pas de gros sponsors. Et d'autres aussi aller hiverner avec le bateau au Groenland d'ici quelques années. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc on vous encourage à aller voir Nagalaka au nord des terres. Merci. Merci beaucoup. Merci.